Bienvenue dans le deuxième épisode de Podcast, le podcast de la WebED. Je suis Lia. Je suis Jackpot. Et aujourd'hui, le thème de l'épisode est outils et techniques. Donc, en gros, quel est notre mode de fonctionnement sur tout ce qui touche à la réalisation de nos pages, de nos épisodes. Mais on ne parlera pas de scénario. Pas encore. Non, ce sera pour Stay plus tard. tuned. Alors, nous allons commencer par comparer nos différentes... Nos pipelines respectifs. Voilà. Et voir aussi qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et ensuite, on aura une discussion un peu plus générale sur d'autres façons de fonctionner et d'autres conseils. Voilà, on vous donnera nos petits conseils de routarde. Voilà. Donc, pour commencer, eh bien, par exemple, Jackpot, dis-nous, quel matériel utilises-tu ? Alors, moi j'utilise, je fais 100% numérique. J'ai connu le 100% traditionnel, hein, vraiment, j'ai fait de la BD à l'ancienne, avec de la plume, et de l'encre de Chine, dans mes jeunes années quand je faisais du fanzine et que j'avais pas internet. À la vieille école. Voilà, la vieille école, j'ai connu ça, mais maintenant je peux plus dessiner sur papier en fait. Vraiment, c'est tout numérique ou rien. Je suis trop habituée au confort vraiment que ça procure dans le dessin. C'est fluide, enfin tellement moins d'ennuis avec le numérique. Enfin, bon. Donc j'utilise une tablette graphique, donc j'ai une Cintiq de Wacom, donc toi aussi. Pareil, oui. Yeah. J'ai quand même un scanner pour scanner mes petits croquis. Les premiers croquis que je fais, ce qu'on appelle les thumbnails, en général, je les fais quand même sur papier. J'ai une approche un peu plus directe, avec un bic ou n'importe quoi, enfin voilà. Pareil, je remplis beaucoup de carnets croquis, Voilà. mais contrairement à toi, je ne les scanne pas. Je préfère refaire des croquis par la suite. Ouais. Ok. Moi, en général, je les scanne. Même des fois, je vais même pas scanner. Je vais prendre une photo avec mon smartphone et l'envoyer directement sur Google Drive, par exemple. Ça peut être assez utile. Oui, donc tu l'envoies aussi à ta scénariste pour qu'elle... Oui, ça vient après. J'utilise donc des logiciels en 2D, j'utilise Photoshop et Sai. Toi, tu utilises... Medibank Paint. Voilà. J'utilise aussi un peu de 3D pour les décors notamment. Moi, j'utilise Maya parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, hein, mais il y a d'autres logiciels. Toi, tu n'utilises pas encore, mais... Moi, je vais en avoir besoin, mais pour l'instant, je me suis uniquement servi de SketchUp. D'accord, voilà. Et donc ce que je disais, donc le smartphone ça peut être utile pour prendre des photos et notamment des photos références. Dès que j'ai un problème à dessiner quelque chose, je vais utiliser beaucoup mon smartphone ou ma webcam. C'est utile d'avoir une webcam pour quand personne ne peut vous prendre en photo. En fait, la webcam ça peut être utile. Ou un miroir tout simplement pour se regarder, mais c'est vrai que pouvoir prendre la photo, avoir une prise de vue à laquelle se référer, c'est assez pratique. Donc si vous n'arrivez pas à dessiner un truc comme une main, c'est ça, oh là là les mains. Voilà. le miroir, la webcam, le smartphone, ce sont vos amis. C'est assez utile, et comme c'est des outils qui se sont démocratisés maintenant, beaucoup de personnes en ont, ça ne représente pas un investissement trop conséquent. Surtout le miroir. Surtout le miroir. Alors notre process, on a à peu près le même en fait, vu qu'on dessine on est toutes les deux en numérique. Oui, voilà, et on est toutes les deux très organisées aussi. Aussi, donc, c'est vrai. Donc ça joue. C'est vrai, parce que on a toutes les deux le même matériel, on a la même Cintiq, on a littéralement la même Cintiq. On a la même. Enfin, on dessine pas sur la même, on en a chacune. On ne se prête pas la Cintiq à tour de rôle, il n'y a pas de garde de la Cintiq. Non, on a chacune la nôtre, mais c'est le même modèle. Voilà. Donc notre pipeline, donc on est très organisé, donc on fait étape par étape vraiment. Moi je fais strip par strip, toi tu fais chapitre par chapitre. Voilà. Donc tu vas découper tes pages. C'est ça. Donc je fais tous les croquis d'un chapitre. Ouais. Puis tout donc ce que nous on appelle le clean ou le line, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'ancrage en traditionnel. Donc c'est faire les lignes de contour, de silhouette au propre. Et ensuite, je fais toute la couleur du chapitre. Voilà. Donc c'est l'un après l'autre. C'est ça. Moi, c'est exactement pareil. Donc il y a mon prédécoupage juste qui est plus... que je fais un peu plus... Je pousse un peu plus. Le prédécoupage, c'est vraiment la toute première étape. C'est les croquis bonhomme patate qui sont vraiment moches, qui sont pas censés être vus en principe par d'autres personnes que les auteurs. Donc moi, comme je travaille avec Soyuz, il faut quand même que mes bonhommes patates soient un petit peu lisibles et reconnaissables. Donc ça, je le pousse un petit peu pour pouvoir lui envoyer, parce qu'elle va me faire des retours et qu'on va travailler ensemble à ce niveau-là. Mais ensuite c'est pareil que toi, je fais mes croquis en numérique. Une fois que j'ai fait tous les croquis de tout le strip, je commence le clean, la mise au propre, l'ancrage, appelez ça comme vous voulez. On appelait ça ancrage dans le temps, mais on fait plus d'encre maintenant puisqu'on est sur les tablettes. Et ensuite la couleur, sauf que moi je fais pas de couleur, je fais du noir et blanc, mais ça revient au même dans le process, sauf que je choisis pas les teintes. Mais du coup, tu fais des niveaux de gris. Voilà, je fais des niveaux de gris, voilà. Mais du coup, toi, tu fais des pochades pour tes couleurs ou comment ça se passe ? Eh bien non, la vérité éclate. Je ne me préoccupe pas très bien de ma couleur.
C'est-à-dire que je démarre mes chapitres en me disant, grosso modo, je sais que je veux telle ambiance colorée, soit pour tout le chapitre, soit pour telle scène et tout. Et quand j'y arrive, si c'est des ambiances colorées que j'ai jamais eu à faire avant, je fais des tests, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais je prévois pas tellement que ça à l'avance. D'accord, je fais pas directement sur la planche. En fait, je fais des tests directement sur la planche et je fais pas des tests en amont qui me prendraient potentiellement beaucoup moins de temps. Donc c'est un peu débile de ma part, mais comme c'est pas une préoccupation que j'ai à l'heure actuelle, ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant je procède pas de façon très professionnelle. Oh, voilà. C'est du webcomic en même temps. Mais ouais. Et aussi, ce qui est important dans notre process, c'est de laisser passer du temps dans le processus en fait. Ouais. Moi je considère que c'est vraiment partie intégrante de mon mode de fonctionnement. Ouais, pareil, ouais. Donc, comme on fait étape par étape, il s'écoule un certain temps avant que on s'attaque à l'étape suivante. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir un regard un peu neuf et un peu plus critique sur ce qu'on a fait. Voilà. Et ça nous permet de voir plus facilement quelles retouches et quelles modifications apporter. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est que moi justement, ce que j'aime beaucoup dans le numérique, contrairement au traditionnel où une fois que votre dessin il est ancré à l'encre de Chine, c'est plus compliqué de faire des retouches et que vous l'avez scanné, tout ça, enfin c'est plus compliqué. En numérique, je sais qu'à tout moment je peux retoucher mon dessin, tout ça, donc comme on a un process, comme on disait, assez organisé, je sais que moi j'incrémente chaque étape, c'est-à-dire que dès que j'ai terminé une étape, je crée un nouveau fichier pour l'étape suivante, donc mon prédécoupage c'est un fichier, mon croquis c'est un fichier, mon clean c'est un autre fichier, donc ça fait beaucoup de fichiers. Hein. C'est pareil pour moi. Mais si on est bien organisé, on s'y retrouve. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, du coup, je peux me modifier à tout moment. Et c'est vrai que comme on laisse passer du temps, en fait, au croquis, des fois, il y a par exemple un dessin qui va pas sortir, qui va vraiment, en le faisant, on sent que ça marche pas. Mais je préfère continuer mon croquis, finir tout mon premier jet de croquis, tout mon strip. Et au moment où je reviens au clean, je commence à cleaner, j'arrive à ce dessin qui sortait pas au croquis. Et là, en fait, je vais le refaire et ça va aller, quoi. Ouais. Ça va, je vais mieux voir ce qui allait pas. Parce que j'aurais eu de recul, je me serais pas acharnée. T'auras peut-être eu le temps d'avoir d'autres idées entre temps. Absolument, complètement. Et des fois, il y a des dessins, je les refais complètement parce que mais avec le recul, ça sort tout de suite mieux. Mais aussi un truc intéressant avec ce genre de technique où on laisse passer du temps et où on fait toute une étape d'un coup, c'est qu'au fur et à mesure, on acquiert une aisance dans l'étape qu'on est en train de faire, ça devient un peu mécanique et du coup, ça devient plus facile au fur et à mesure qu'on avance et ça prend moins de temps. Et on est un peu des tayloristes de la bande dessinée toutes les deux. Rendement c'est ça. On aime bien le travail à la chaîne. Ouais. Non mais du coup ça permet de mettre un peu son cerveau en pause et ça devient également plus reposant. Aussi c'est vrai. C'est vrai qu'on mobilise pas les mêmes ressources au moment du découpage qu'au moment du croquis, qu'au moment du clean, c'est assez différent. Donc moi une fois que j'ai défini ma couleur, après c'est automatique parce que j'ai juste à piocher dans les couleurs que j'ai établies et puis j'ai clean un petit peu, c'est vrai. Après ça, encore une fois, c'est notre méthode. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, qui ont besoin au contraire d'avoir une approche beaucoup plus intuitive et beaucoup plus globale. Donc voilà, c'est notre façon de faire. Notamment si vous faites une page par semaine à chaque fois, ça va pas vous parler de faire un chapitre entier. Enfin, bref. Et du coup, quelle est l'étape la plus longue et compliquée pour toi ? Alors pour moi, la plus longue, c'est l'étape de la couleur. Ouais. Mais celle qui me demande, qui est peut-être la plus compliquée, qui me demande en tout cas le plus de retouches, c'est celle du prédécoupage des croquis des thumbnails, donc tout ce qui permet de poser la composition en fait des planches et de tester la narration en fait. C'est pour ça que on fait des croquis rapides en fait, c'est pour pouvoir justement tester facilement. Oui, c'est ça, plus vous faites des trucs rapides et pas compliqués et un peu moches, plus ce sera facile de faire plein de tests et plein de retouches. Oui, c'est ça, en fait. Parce que faut mettre de côté son horloge des dessinateurs et pas s'attacher au beau dessin. Quoi. Ouais. Moi, du coup, pour ce qui est le plus long, je savais... En fait, ce qui est intéressant, c'est que je savais pas du tout combien de temps je passais à faire vraiment les choses. Et jusqu'à ce que je fasse une série de vidéos que vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube, où j'ai enregistré de A à Z la réalisation d'un strip de Joe. Et donc j'ai fait plusieurs vidéos, par étape dont on vient de vous parler. Et ça m'a permis du coup de chronométrer puisque c'était enregistré, donc j'avais le temps. Et j'étais assez étonnée de constater que ce qui me prenait le plus de temps, c'était le clean. C'était vraiment la mise au propre du dessin. Parce que dans ma tête, c'était le croquis. Pour moi, c'était le croquis le plus long parce que c'est là où c'est le plus difficile pour moi, où c'est le plus, où je dois le mobiliser le plus d'énergie et c'est la lutte quoi.
c'est compliqué et je retire pas une grande satisfaction, alors que quand je clean, j'ai la satisfaction du dessin fini, en fait. C'est parce que t'aimes bien les trucs méticuleux aussi, voilà, c'est ça, mais j'aime bien le côté, enfin voilà, une fois que mon dessin est cleané, je sais que bon, je vais peut-être le retoucher un tout petit peu encore derrière si jamais je me rends compte qu'il y a un truc vraiment qui va pas, mais j'ai la possibilité de le faire, mais je sais qu'au moins il est valable comme ça, et ma case elle est déjà presque finie, quoi. Ok, du coup le clean c'est ton étape préférée. En gros, ouais, voilà. Ouais, ok. Celle où j'ai le plus de plaisir, en fait. Je dirais pas que c'est celle où... Parce que l'étape que je préfère, c'est au contraire, c'est le pré-découpage, en fait. C'est là où c'est le plus... Parce que c'est là où c'est le plus créatif. C'est vraiment le moment où on met en place, où j'ai le scénario, où je vais mettre en place la mise en scène. J'ai aussi les retours avec Soyuz qui sont enrichissants à ce moment-là. Et ça, c'est quand même ce que je préfère en 1 et en 2, le clean. Voilà. Ouais. Et toi ? Oui, moi, c'est également le pré-découpage, les roughs, les thumbnails, tout ce qui est le côté créatif, les recherches. Ça me stimule beaucoup. J'adore faire ça. Et moi, j'aime bien, en fait, tout ce qu'on fait rapidement et qui ressemble déjà à quelque chose. Ouais, c'est clair. Donc, quand on fait on passe 5 minutes à faire un croquis et on se dit, je visualise déjà un peu ma planche finale. Ouais. C'est super emballant. Et du coup, ce qui me plaît le moins, en fait, moi je pense que c'est le clean et la colo, parce que c'est ce qui demande d'être le plus méticuleux, et j'ai horreur de ça. D'ailleurs, mes lignes de clean, si vous regardez, vous verrez que je ne les finis même pas parce que ça me casse les pieds. Voilà, mais c'est ce qui crée ton style. Oui. Il faut assumer. On fait un petit teaser pour un futur épisode. Et, du coup, t'as changé de technique à un moment donné depuis le début de ton webcomic ou pas ? J'ai jamais eu de changement brutal où je me suis dit je vais complètement changer de façon de procéder, mais c'est des petites modifications par-ci par-là au fur et à mesure que j'affine, en fait, que je me rends compte que ça marche un petit peu mieux. Donc par exemple, là en ce moment, le dernier truc que j'ai en date, c'est que j'ai décidé d'utiliser la même brush pour la colorisation et le clean, alors qu'avant j'en avais deux, j'en avais une clean en quelque sorte pour le clean et une un petit peu matirée pour la colo, et j'ai décidé d'utiliser la broche matirée pour les deux. Donc ça fait c'est une bricole, mais ça fait un truc en moins auquel réfléchir. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu que je faisais mes bulles à la main, et en fait je voulais un côté un peu organique, mais c'était un peu moche, donc je les trace avec un outil vectoriel, un outil vectoriel. Ouais, c'est des petits ajustements en fait. Ouais, voilà, j'ai changé de police d'écriture aussi, enfin... D'accord, ouais. Ouais, moi c'est pareil, j'ai pas eu de gros changements. Au début, j'ai cherché un peu la résolution, c'est-à-dire vraiment le format sur lequel je travaillais. C'était plus grand au début. Et je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps, j'allais trop dans le détail dans le dessin, et j'avais de l'inconfort, donc j'ai réduit. À un moment donné, j'ai essayé de remonter, parce que je me sentais justement un petit peu frustrée dans le dessin, j'avais envie de faire quelque chose un peu plus... peut-être de pousser un peu plus certains dessins, donc il y a un strip qui est une résolution légèrement supérieure. Mais en fait, je suis revenue à celle d'avant parce que vraiment, sur certains dessins j'étais plus à l'aise, mais sur d'autres non, donc en fait, l'un dans l'autre, voilà. Ça revenait au même film. Voilà, et pareil que toi, les bulles, maintenant je les fais en vectoriel dans Photoshop directement. Avant, je les traçais, je faisais une ellipse, je dessinais la queue de la bulle et j'appliquais un effet contour. Ça faisait plein d'étapes pour faire un seul truc. Ouais, et puis moi, quand c'est vectoriel, c'est propre et c'est modifiable facilement, donc voilà. Voilà, mais sinon, pas de changement particulier, quoi. D'accord. Eh bien, on va passer à la discussion générale. Voilà, parce que ça c'était donc nos techniques de voilà, nos techniques de personnes très organisées. Mais tout le monde ne fait pas comme ça, et on a plein de petits trucs à vous dire, ouais, à vous communiquer. Petit disclaimer, on ne parlera pas du tout de tout ce qui est turbo média, mix média, tout ce qui est interactif. Voilà, interactivité dans le webcomic, ça nous, c'est vrai qu'on n'a pas testé ça à notre niveau, donc on ne pourra pas vous recommander des logiciels ou quoi pour ça. Voilà, donc on ne pipera mot là-dessus. Tout à fait, nous n'en parlons pas. Voilà. Donc ce qui est intéressant de ce qu'on vous disait dans le webcomic, c'est que c'est liberté artistique totale, donc vous pouvez tout à fait choisir la technique que vous voulez, utiliser même plusieurs techniques. Voilà, technique mixte. Voilà, de nos jours, beaucoup de gens, je pense, utilisent un peu du numérique, un peu de traditionnel, mélangent tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut aussi servir votre narration. Ouais, ça c'est très intéressant si vous arrivez à faire en sorte que un changement de technique soit volontaire et serve l'histoire, le propos du webcomic. Donc que ce soit parce que vous avez une scène avec une émotion particulière où tout d'un coup vous utilisez de l'encre et ça peut avoir un côté émotion intense, horreur, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors si c'est en lien avec vraiment ce que vous racontez. Par exemple, je suis tombée sur un petit webcomic, pour l'instant qui n'a pas beaucoup de pages, mais le concept est très intéressant. Donc ça s'appelle... La Ligue très fermée des voyageurs du temps. Exactement.
Et dans la Ligue très fermée des voyageurs du temps, comme son nom l'indique, il y a du voyage dans le temps. Et à chaque fois que les personnages changent d'époque, il y a un changement de technique. Donc pour l'instant, on n'a eu droit qu'à un seul changement d'époque. Mais déjà, c'est une idée qui est vraiment sympa, quoi. Franchement, ça justifie le changement de technique et tout. Ça cool, sert à la narration, et du coup, on est assez... On trouve que c'est une très bonne idée qu'a eu cette personne, car nous ne savons pas qui c'est. Nous ne savons pas qui c'est. Parce que voilà, c'est ce qu'on vous disait dans un précédent épisode, c'est que mettez vos coordonnées. Voilà, mettez votre nom au minimum. Sur ce site, on a trouvé nulle part le nom de l'auteur, quoi. Donc, on ne sait pas si c'est un auteur ou une autrice. Voilà, il n'y a pas de pseudo, il n'y a rien. Donc ça, voilà. Chère personne qui fait ce webcomic, si tu nous entends, fais-toi connaître. S'il te plaît, rajoute ton nom, voilà, ton pseudo. Vraiment, rajoute ton nom. Ouais, du coup, là pour l'instant, la seule époque visitée, c'est le Far West, où c'est sur du craft. C'est de l'encre de Chine sur du craft, donc c'est traditionnel. Voilà, donc ça rend vraiment le côté sépia. Et un peu brut aussi. Ouais. Et le premier changement d'époque qu'on a, où on ne sait pas encore où ils ont atterri, c'est devenu du dessin numérique digital en couleur. Donc, donc très bonne idée. Très bonne idée, oui. Franchement, mais ceci étant, si vous voulez, si vous commencez avec une technique et que finalement ça vous plaît pas, vous voulez essayer autre chose, il n'y a pas de problème, faites-le. Tout à fait. Alors c'est un peu mieux si vous pouvez le faire à un changement de chapitre par exemple. Oui, ou alors comme un moment où s'il y a une forte émotion par exemple, que vous en profitez pour faire un changement de technique à ce moment-là et qu'après vous restez sur des rails un peu différents de ce qu'il y avait avant, ce sera moins un gros choc. Un peu moins brutal, mais l'idée c'est soit vous pouvez faire diversion, regardez là-bas, et hop je change ma technique, soit c'est pas grave, faites ce que vous voulez. Vous assumez, vous dites voilà, c'est plus confortable pour moi de faire comme ça, alors je fais comme ça à partir de maintenant, et puis c'est tout. No rules. De toute façon, en général, c'est ce qu'on vous disait un peu dans la première partie, on va souvent affiner et changer un petit peu sa technique au fil du temps. De toute façon, ça va évoluer. Ça va, c'est quasiment certain, à moins que vous fassiez un très court webcomic, si ça vous prend des années, vous allez... C'est ça, faut pas garder la même technique. Faut pas vous accrocher à une technique pour une raison, pour une mauvaise raison en fait. La seule raison qui soit valable, c'est est-ce que je suis à l'aise avec, est-ce que j'y prends du plaisir, est-ce que c'est efficace, quoi. Ouais. Donc du coup, on va revenir un petit peu plus en détail sur vraiment le matériel à proprement parler. Ouais. Donc même si vous faites principalement en traditionnel, vous allez quand même avoir besoin d'un bon scanner. Voilà, malheureusement c'est plus rare de nos jours, mais ça représente un certain investissement, ça oui. C'est un peu le passage obligé. Ouais, on est désolé, mais... Désolé. On vous donnera pas d'argent pour acheter votre scanner. Débrouillez-vous. Après, bon, c'est quand même si vous faites du traditionnel, c'est quand même pas mal d'avoir une tablette pour toutes les retouches derrière nécessaires, enfin la mise au format, même mettre les textes, etc. Si vous faites du traditionnel et que vous avez un scanner, vous aurez très certainement quand même besoin de faire un minimum de retouches. Voilà. Ne serait-ce que pour le contraste, des choses de ce genre-là. Et donc les tablettes, c'est ce qu'on vous disait avec IA, nous on a des Cintiq qui sont du matériel vraiment professionnel, ça coûte très cher. Oui. Donc on ne vous recommande pas ce matériel, c'est-à-dire que c'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a une Cintiq qu'on fait des beaux dessins, vraiment. Ça représente un investissement et vous n'avez pas besoin de claquer 800 balles pour faire votre webcomic, vraiment. De nos jours, il y a de plus en plus d'offres, il y a de la concurrence qui se développe par rapport à Wacom, donc vous pouvez trouver des bonnes tablettes classiques, en fait, des petites tablettes, pas des tablettes écran, des tablettes classiques, qui sont équivalentes à celles de Wacom en termes de qualité et qui feront bien le job. Donc c'est pas du tout obligé de faire un gros investissement là-dessus, et surtout... moi personnellement, avant d'avoir une Cintiq, je dessinais à la tablette, mais ça m'a pris très longtemps avant de pouvoir dessiner à la tablette. Pendant longtemps en fait, je dessinais encore sur papier, je scannais mes lines et je faisais de la colorisation numérique par exemple, mais j'arrivais pas à dessiner à la tablette, et ce qui m'a débloqué, c'est le jour où dans le logiciel on a pu faire une rotation de la zone de l'écran. En fait, c'est arrivé comme si on tournait une feuille de papier. Exactement comme quand vous avez votre feuille de papier, que vous la tournez juste pour que votre geste il soit plus naturel en fait par rapport au trait que vous avez à faire. Et ça c'est arrivé à Photoshop, c'est 5 ou 6 je crois, et c'est Paint2Sai notamment, Paint2Sai, voilà le logiciel que j'utilise, et ça m'a libérée. Moi à partir de ce moment là j'ai pu dessiner sur tablette, et donc c'était le point de non-retour. je m'en sers tout le temps aussi de cette fonctionnalité. Voilà, il y a cette fonctionnalité là, et le CTRL-T, n'est-ce pas, qui est donc transformer une zone du dessin. Voilà. Si vous avez parfaitement réussi votre dessin mais qu'il y a un tout petit passage qui est pas bien proportionné, vous sélectionnez l'endroit. Et vous pouvez en bougeant les potards, enfin les coins de la sélection, vous pouvez le modifier à l'œil. Voilà. Pas besoin d'effacer ce bras qui était super bien fait mais un peu trop petit. Voilà, exactement. Un petit CTRL-T et c'est bon. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même
Ça fait gagner du temps et de la santé mentale. Oui. Qu'on vous recommande aussi quand même donc, d'avoir si possible appareil photo ou webcam. Miroir, donc c'est... Miroir smartphone, donc ça c'est des matériels qui sont accessibles, fort heureusement. C'est ce qu'on vous disait, pour avoir des références, c'est hyper pratique. Et du coup, les références en général... Ça, c'est très important. C'est très important, ouais. N'hésitez vraiment pas à utiliser un maximum de références. Ça vous fera gagner du temps, ça vous exercera votre œil, vous allez vous améliorer en dessin super facilement en faisant ça, en fait. C'est ça. Ouais. Et il y a surtout, c'est pas un concours, il y a personne qui va vous juger ou qui va vérifier que vous avez fait vos dessins uniquement d'imagination. S'il y a un dessin que vous n'arrivez pas à faire, prenez une photo. Enfin, vraiment, regardez-vous dans le miroir, demandez si quelqu'un peut vous prendre en photo ou prendre la pose pour vous. Il n'y a aucune honte à avoir à le faire, et ça va vous aider, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire progresser aussi. Ouais. Donc c'est vraiment, faut avoir aucune honte. Tous les dessinateurs professionnels le font. Absolument. D'ailleurs... tous un dossier de photos très compromettantes sur leur disque dur. Mais d'ailleurs, j'avais lu un livre pour apprendre à dessiner comme les illustrateurs Marvel. Voilà. Et il y avait un des illustrateurs de Spider-Man qui disait de façon tout à fait décomplexée que New York, c'était trop dur à dessiner, alors il prenait des photos et il les décalquait. Voilà. Les auteurs de Spider-Man font ça, n'ayez pas honte. C'est ça, vraiment. Aucune honte à avoir. Ouais. Et donc n'hésitez pas à aller sur Google ou un autre moteur de recherche plus éthique tel Quant ou DuckDuckGo ou que sais-je pour chercher des références. Si vous pouvez même, moi je sais qu'il y a des objets dans mon webcomic, les chapeaux notamment, les chapeaux de cow-boy, cette urgence du démon, c'est beaucoup plus facile pour moi de les dessiner depuis que j'ai un chapeau chez moi. Vraiment, je me suis, on m'a offert un chapeau et vraiment c'était le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Vraiment, je dessine beaucoup mieux les chapeaux depuis que je l'ai. Bon, alors évidemment, ça dépend ce que vous avez dans vos webcomics, hein, mais pour des petits objets, ça peut valoir le coup de chercher des répliques ou vraiment de l'avoir l'objet devant soi, quoi. Sinon, des modélisations 3D aussi, ça marche vachement bien. Donc il y a, alors sur certains logiciels, il y a des banques de poupées 3D que vous pouvez utiliser ou d'objets 3D. D'objets, ouais. Donc par exemple SketchUp que moi je l'utilise pour avoir des flingues et des voitures notamment, parce que SketchUp est gratuit et il y a une banque de modélisation gratuite qu'on peut télécharger, très cool. Et du coup on peut tourner autour, on peut changer l'angle de la caméra et tout, et je décalque par-dessus. Voilà. Hein. Non mais moi je fais pareil, hein. Pour les flingues et tout ça, enfin tous vraiment les objets très géométriques, c'est hyper utile d'avoir de la 3D. En parlant de 3D, on va parler du coup de logiciels. Ouais. Les logiciels pour le dessin. Donc évidemment, moi j'ai parlé de Photoshop, qui est évidemment le plus connu, que tout le monde connaît, je pense, Photoshop. Hein, donc c'est une usine à gaz. Voilà, c'est quand même, ça coûte très cher. Oui. Sauf la version Photoshop CS2 qu'ils ont rendue gratuite. Voilà. Donc, tout à fait légalement, vous pouvez vous procurer un Photoshop. Voilà, donc c'est quand même un logiciel qui est assez complet, qui fait le job. Par contre, il faut quand même savoir que c'est pas un logiciel de dessin. Non. Ça n'a jamais été un logiciel de dessin, c'est vraiment un logiciel de retouche photo comme son nom l'indique. C'est énormément utilisé dans le dessin, le concept art, etc. Mais c'est vraiment un usage dérivatif en fait. À la base, c'était pas fait pour ça. Il y a plein de gens qui sont très à l'aise avec l'utilisation de Photoshop. Moi, pas du tout. Je n'arrive absolument pas à dessiner sur Photoshop. Non, moi j'aime. Enfin, vraiment, surtout depuis que j'ai testé Sai, le toucher a rien à voir. En fait, l'interpolation, enfin, le logiciel, la manière dont il interpole votre geste, sur Photoshop, elle est pas naturelle en fait. Et c'est plus pénible. Après, l'avantage de Photoshop, c'est que vous trouverez très facilement des tutoriaux. Oui. Que vous trouverez très, très facilement aussi des ressources, notamment de brushes. Parce que dans Photoshop, on peut créer toutes les brushes. Enfin, il y a vraiment plein d'options à tripatouiller pour créer ses propres brushes, et il y a beaucoup d'artistes qui mettent à disposition leurs brushes. Et comme le logiciel est développé depuis des années, il y a énormément de fonctionnalités dessus qui sont pas forcément que pour dessiner, mais qui peuvent servir à faire des images magnifiques. Voilà. Et néanmoins, si vous faites quand même attention pour les ressources, vérifiez toujours qu'elles sont que les ressources que vous trouvez sont disponibles pour ça en fait, que ce ne soit pas des ressources volées ou que l'auteur vous autorise, enfin la personne qui met ses brushes vous autorise à les utiliser en fait. Voilà. Ou les typographies par exemple. Les typos aussi, sur Dafont. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de soucis de typographie qui ont été mis sur Dafont, alors qu'en fait à l'origine elles sont pas du tout gratuites. Voilà. Dafont.com, qui est un site de recherche de typos que je confesse j'utilise beaucoup, mais j'ai appris récemment effectivement qu'il y avait des typographies volées dessus, donc on vous recommande plutôt des solutions alternatives comme Font Squirrel ou Google Fonts. Ouais, donc parce que notamment si vous comptez vendre plus tard,
le droit d'auteur, aussi, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, parce en webcomic, a priori, c'est gratuit, diffusé gratuitement, etc. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir envie de l'imprimer, de le vendre, donc voilà, il faut quand même faire attention à ça. Ouais. Donc on va revenir sur les logiciels parce qu'on a pris une petite tangente. Voilà. Mais oui, donc on vous a dit Photoshop CS2. Voilà. Donc toi Moi j'utilise Paint-Toolside, donc un logiciel japonais qui n'est plus développé actuellement, malheureusement, mais que j'aime beaucoup parce qu'il est très léger. Contrairement à Photoshop où il faut quand même une bécane un peu costaud pour faire tourner, ça tourne hyper facilement. Ça touille. Et c'est très agréable. C'est surtout, alors ce que j'aime avec ça, c'est vraiment le toucher qui est justement hyper confortable. Enfin, vraiment, le trait il ressemble à ce que vous voulez faire. Voilà, en fait. c'est ça. C'est très ça glisse sur l'écran. Ça glisse tout à fait. C'est fantastique. C'est léger. Par contre, il a malheureusement des inconvénients. C'est pour ça que j'utilise toujours Photoshop. Notamment, il ne supporte pas les fichiers trop grands. C'est-à-dire que les fichiers qui ont plus de 10 000 pixels de haut ne passent pas, ne s'ouvrent pas. Ah là là. C'est pas de ma faute si je fais des strips aussi. Oui, c'est vrai. J'aurais pas ce problème si je faisais des pages. Tu cherches le bâton pour faire en bas. Oui, tout à fait. Il ne supporte pas non plus les trop gros nombres de calques. Sachez qu'au-delà de 256 calques, votre fichier plante. Ça m'est arrivé bien trop souvent. Jackpot le sait très bien parce qu'encore une fois, elle cherche les bâtons pour se faire battre puisqu'elle adore les calques. Ah oui, oula, grande histoire ne me lance pas là-dessus. Et aussi, gros inconvénient pour faire de la bande dessinée, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas d'outil de texte dans Sai, donc ça, c'est embêtant. Quand même vraiment obligée d'aller dans Photoshop pour faire mes cases, pour faire mes textes et pour mettre ma couleur en fait. Parce que c'est un calque de réglage. Mais Paint Toolside donc n'est plus développé, mais il y a Clip Studio Paint qui a été développé par je crois que c'est la même boîte, il me semble. Donc c'est la continuité de ça. C'est vraiment la continuité. Donc Clip Studio Paint, vous pouvez le trouver pour pas très cher. Ouais. Alors en général, il me semble qu'il est en vente à 50 €, un truc comme ça. Ouais. Mais ils font très souvent des promos et moi je me l'étais procuré à 15 €. Donc c'est pas un très gros investissement. C'est quand même un investissement, hein, mais ça n'en est pas un énorme. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, CSP Clip Studio Paint, avant ça s'appelait Manga Studio, et comme son nom l'indique, c'est vraiment un logiciel pour le coup qui est fait pour faire de la bande dessinée, enfin plus particulièrement du manga, mais donc il y a énormément d'outils préenregistrés comme des trames, c'est-à-dire les teintes de gris qui étaient les trames. Initialement c'était vraiment lié à l'imprimerie, aux contraintes d'imprimerie, c'est des gris optiques en fait. Ouais. C'est, vous savez, les petits points qu'on voit sur... C'est des petits points noirs, c'est comment faire du gris avec du noir, quand on peut imprimer que du noir, bon. Et donc Clip Studio Paint, il y a une énorme banque de trames, de motifs, il y a des speedlines, il y a des effets spéciaux. Il y a des cases. Il y a des repères perspectifs. Ouais. On peut créer des perspectives, mettre des repères et les traits vont automatiquement suivre la perspective. Le bonheur. Donc voilà, donc ni l'une ni l'autre ne l'avons utilisé, mais nous vous le recommandons chaleureusement. Alors on n'en a jamais entendu que du bien, mais comme on a déjà mis en place nos pipelines, c'est difficile de changer en cours de route. Voilà, c'est un peu le principal défaut quand vous faites du webcomic, c'est qu'une fois que vous devez tomber une planche par semaine, vous allez plus trouver le temps d'essayer un nouveau logiciel en fait. Ça va être plus compliqué, donc voilà. Ça peut être intéressant de faire des essais un peu avant. Voilà. Donc moi, mon logiciel fétiche, c'est Medibank Paint, qui a beaucoup de fonctionnalités. Niveau confort d'outils, par exemple, on est comme sur Paint Toolside. On n'a peut-être pas autant de fonctionnalités que sur Photoshop ou sur Clip Studio Paint, mais moi, à mon niveau, j'en ai suffisamment pour être à l'aise. Donc il y a du lettrage, par exemple, ce qui n'est pas sur Sai. Mais il y aura peut-être pas les trames, il y aura peut-être pas certaines options que propose Clip Studio Paint. Et surtout, c'est open source. C'est open source, c'est gratuit. Donc c'est un gros argument en sa faveur. Tout à fait. Tout comme Krita, dont on a entendu parler, on l'a pas testé, mais c'est aussi un logiciel gratuit qui est utilisé par des auteurs de webcomics pour faire leur webcomic, voilà. Oui. Donc voilà, sachez-le, il n'y a pas besoin de débourser 1000 boules pour avoir un logiciel pour faire votre webcomic. Déjà, vous aurez acheté une tablette. Ouais, voilà. Donc, si vous voulez utiliser un logiciel gratuit, sachez qu'il y a des options. En matériel additionnel, on va vous recommander évidemment des disques durs externes, que vous fassiez du traditionnel ou du numérique, des disques durs externes, en gros faites des sauvegardes, vraiment, faites des sauvegardes. Assurez-vous que votre travail n'est pas enregistré à un seul endroit. Voilà. Multipliez les ça paraît une porte ouverte qu'on est en train d'enfoncer, mais vraiment, c'est pas si ça vous arrive, ça va vous arriver. Ouais, c'est quand ça va vous arriver, vous aurez déjà prévu le coup. Voilà.
Et vraiment, on a plein d'histoires. L'internet regorge d'histoires d'auteurs de webcomics au bord de la dépression nerveuse parce qu'ils ont perdu du travail. Ouais, mais c'est ça, des auteurs ou des autrices qui avaient 15 pages d'avance sur leur webcomic et puis paf, tout a disparu et du coup ça les a plongés dans un désarroi terrible et pendant un an ils ont plus rien fait. Enfin, moi j'en ai c'est horrible, c'est affreux. Oui, j'en ai vu des histoires comme ça donc... A webcomic horror story. Mais ça fait creepypasta. C'est complètement ça. Non, pour de vrai, ça nous est arrivé, voilà. Sachez-le, on va pas en rajouter une couche, mais une couche. C'est un mélange de couche et de fourche, ça fait très mal au cul. Voilà, vous avez compris. Alors, on va passer au petit conseil de Tata Ia et Mamie JP, que vous attendiez tous. Oui. Alors, quel enthousiasme. Wow, on espère que vous êtes comme ça à nous écouter, hein. Franchement. Alors, je vais commencer par vous parler de mon petit coup de gueule, mon petit cheval de bataille personnel, c'est la résolution. Tu veux pas prendre de bonnes résolutions, c'est ça? Tu sors. Alors, ma bonne résolution, c'est de ne pas utiliser de grosses résolutions. Voilà. Non, parce que voilà, la résolution, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous travaillez en numérique, ou même si vous êtes en traditionnel et que vous devez numériser votre dessin, vous avez fait un dessin sur du A4, vous allez le scanner, vous allez vous demander quelle résolution je scanne. Donc la résolution standard, celle qu'on vous conseille, c'est 300 dpi. 300 pixels par pouce. 300 pixels par pouce. C'est comme ça, si vous scannez un A4, un 300 pixels par pouce, que vous l'imprimez derrière, ce sera pareil, la qualité sera correcte. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est un complot. C'est un complot. Non, enfin, pour être très, très concrète, un A4 en 300 dpi, c'est 2480 pixels de large. Un écran en HD, c'est 1920 pixels de large. D'accord ? Donc, très concrètement, votre webcomic, il s'affichera jamais à cette taille-là. Vraiment, à moins d'avoir, sur les écrans standards, ce sera jamais, vraiment, en termes de largeur de taille en pixels, ce sera jamais aussi grand que ça. Donc, c'est pas la peine, en fait. C'est vraiment pas la peine de le faire si par derrière, vous avez un inconfort, en fait. Parce qu'un 300 dpi, c'est exactement comme dessiner sur un A4, c'est pas pareil que dessiner sur un A6, en fait. Mécaniquement, vous mettrez plus de temps à remplir un A4 que remplir un A6. Donc déjà, vous avez cette contrainte de temps, vous devez aller vite, donc vous enquiquinez pas à prendre un fichier qui fait 10 000 pixels de large. Ensuite, ça fera ramer votre ordinateur, oui. Voilà. Surtout si vous faites des grands strips comme ça va, hein. Et enfin, dernier point, on va vous dire que le 300 dpi, oui, mais ces 300 dpi, c'est pour si vous voulez imprimer votre webcomic, c'est vrai, vous allez peut-être vouloir l'imprimer, mais sachez-le, personnellement, je n'ai jamais travaillé en 300 dpi, j'ai imprimé mon webcomic et on voit pas la différence. C'est exact. Vraiment, la qualité elle est tout à fait correcte, alors que je travaille en l'équivalent d'un moins d'un A5 en 300 dpi. Moi, mes fichiers font très concrètement 1250 pixels de large. Un A5 en 300 dpi, c'est 1753. Donc voilà, c'est un peu plus petit. Et vraiment, imprimé, on voit pas la différence. Donc si ça vous procure un inconfort, si c'est une contrainte, ne vous sentez pas obligé de rester dans une très forte résolution. D'autre part, c'est pas fini. C'est pas fini. Et ça, c'est un problème. Si tu voulais dire un truc sur la résolution. Oui, c'est vrai, mais t'es tellement bien partie que j'ai pas osé. Je ne veux pas te couper. Oui, alors donc c'est très intéressant à quel toi, point... t'as le contre-pied, toi, tu voulais me dire que j'avais tort, c'est ça? Oui, voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est difficile de communiquer avec Jackpot à ce sujet-là, mais moi j'utilise... Ah bah le 300 dpi. J'utilise une très grande résolution, je suis en 600 dpi. Mais t'es folle. Pourquoi tu fais ça? Calme-toi. Tu te fais du mal. Ça va bien se passer. Ceci étant dit, je n'ai pas des très grandes pages, donc... c'est pas des fichiers hyper lourds. Je n'ai pas 10 millions de calques, même si j'en ai un certain nombre, j'ai quand même beaucoup moins de cases et de personnages à gérer. Mais je me sens calque shamé là, c'est ouf. Calque shamé. Oui. Layer shaming, ça suffit. Et tu me fais perdre le fil de ce que je veux dire, dis donc. Que tu fais du 600 dpi. Oui, je fais du 600 dpi. Tes pages sont pas trop grandes. Oui, donc en soi... ça n'alourdit pas trop. Voilà. Ça ne fait pas ramer mon ordinateur, voilà, d'utiliser du 600 dpi. Et par ailleurs, l'un des pièges dans lesquels on tombe souvent quand on travaille en très très grand comme ça, c'est de zoomer à l'infini. Oui. Et de faire de se perdre dans des petits détails. Et moi je fais pas ça, je garde la même distance en fait. Ouais. Donc c'est un piège dans lequel je tombe pas. Et ça, je pense que c'est ce sur quoi tu voulais embrayer. Oui, tout à fait. C'est que le problème du numérique aussi, c'est que
on a tendance à... Ce qu'on peut pas faire matériellement quand on est face à une feuille de papier, c'est qu'on va zoomer dans notre fichier. Et on peut zoomer pratiquement jusqu'à trouver les pixels, quoi. Ouais. Et si vous faites pas attention à ça, vous allez, au fur et à mesure que vous zoomez, vous allez prendre un pinceau plus petit et rajouter du détail, et zoomer, prendre un pinceau plus petit, rajouter du détail, et vous allez dézoomer à la fin et votre image sera totalement indigeste. Ouais. Donc ça ressemblera à rien, vous aurez une différence de traitement entre les différentes zones, il y aura vous aurez des endroits où il y aura énormément de détails qui se verront peut-être même pas. Qui se verront pas, et vous perdrez la lisibilité globale de votre image en fait. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire vraiment attention au numérique, et j'ai vu pas mal de dessinateurs aguerris en fait qui passaient au numérique et qui tombaient là-dedans. Parce que c'est trop tentant. C'est vrai que c'est tentant, c'est vrai, mais il faut y faire attention, et donc ce qu'on a mis en place Yiha et moi, c'est de s'astreindre à une taille de brush. Ouais, c'est-à-dire, une taille de brush. Et même si on zoome, on garde notre brush de 15 pixels. Quoi. Une taille de brush, et aussi, moi j'essaye de faire en sorte, quand je suis à l'étape du croquis de la composition numérique, de faire tout à la même distance et de pas zoomer à ce moment-là, et comme ça j'ai déjà posé toute ma composition en fait à une étape où j'ai absolument pas changé de zoom. D'accord, ouais. Et ça aide aussi à se dire, j'ai pas besoin de faire des détails à cet endroit-là parce qu'ils ne verront pas. Ouais, en fait. Je sais qu'il y a aussi une technique qui consiste à afficher son fichier sur 2 fenêtres. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre dans laquelle on travaille, dans laquelle on va zoomer, mais avoir toujours à côté une fenêtre qui montre la page en global. Ouais. Donc ça c'est aussi important pour pas perdre de vue l'ensemble de votre dessin, ce que vous pouvez... Parce que mécaniquement en traditionnel on peut pas faire, puisque voilà, on a une feuille devant soi, mais en digital c'est un peu le piège dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber. Voilà. D'autres pièges à éviter, c'est placer les bulles de dialogue dès le début. Voilà. Si vous êtes entièrement en numérique et que vous pouvez placer votre lettrage dès le début à la bonne taille pour pouvoir mettre vos bulles autour, ça vous fera gagner un temps fou, on vous le promet. C'est un truc que je faisais pas au début et maintenant je le fais. Oui, d'autant que le placement des bulles c'est un truc primordial dans votre narration. Ça prendra souvent beaucoup plus de place que ce que vous estimez. Aussi, ouais. Et ça vous évite de dessiner des choses qui se verront pas parce qu'elles sont cachées derrière une bulle. Oui aussi, et ça fait gagner du temps mine de rien. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. En ce qui concerne aussi les couleurs d'écran, ah oui. Là, on est désolé pour vous, mais il va falloir vous y habituer. Quelque chose de triste, mais... Ouais. Et il faut faire votre deuil de vos couleurs, elles seront jamais pareilles, non. Tout simplement. Un jour, vous allez regarder votre BD sur un écran qui n'est pas le vôtre et vous allez vous dire « mais ça ne ressemble absolument pas à ce que je voulais voilà. !» Et c'est normal, parce que tous les écrans ne sont pas paramétrés de la même façon, tous n'affichent pas les couleurs de la même façon, et donc... Et je pense qu'il n'y a pas de solution à ce problème. Le seul truc auquel vous pouvez faire attention si vous travaillez sur plusieurs écrans chez vous, c'est d'utiliser toujours le même pour vérifier la couleur. Voilà. C'est tout. Ou même checker sur les deux, s'il y a vraiment un truc qui est illisible sur l'un, faudra l'éclaircir ou quoi, bon. Ouais. Éventuellement. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on est spécialisé dans le digital qu'on ne peut pas vous donner quelques petites astuces pour les médias traditionnels, puisqu'on en a aussi fait. Oui, surtout toi. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Ça commence à remonter. Donc, notamment, ce qu'on vous conseille, c'est de vous procurer, si vous le pouvez, une table lumineuse. Ou d'en fabriquer une. Voilà, ça se trouve, il y a des tutos pour en fabriquer. Ouais, il y a pas mal de tutos parce que c'est quelque chose qui se trouve très difficilement dans le commerce, en fait. Il commence à y avoir quelques articles un peu dans les magasins de beaux-arts, mais ça coûte un peu cher. Ouais, j'ai fait une petite grimace pour vous dire. C'est pas encore très... ça se trouve pas au Monoprix du coin. Donc si vous avez une personne dans votre entourage qui est un peu bricoleuse, n'hésitez pas à la mettre à contribution. Donc concrètement, c'est une boîte avec un plexiglas, et sous le plexiglas, dans la boîte, il y a des lumières que vous pouvez allumer. Donc et ça facilite la vue en transparence. Voilà, ça permet d'utiliser la transparence de votre papier pour, si vous avez fait un croquis vraiment très vigoureux, votre page est saturée de traits un peu gommés et tout ça, plutôt que de devoir vous enquiquiner à repasser, faire un dessin propre sur cette feuille qui est déjà assez saturée, vous utilisez votre table lumineuse pour reprendre votre dessin sur une feuille propre. Exactement. Donc il y a certains dessinateurs qui font carrément leur ancrage à la table lumineuse. Voilà, il y a plein de méthodes, mais ça permet aussi c'est un petit peu l'équivalent en fait en numérique de baisser l'opacité d'un calque, d'en mettre un au-dessus et de redessiner en fait. Voilà, c'est l'équivalent physique de ça. Ça permet d'avoir plusieurs étapes dans votre dessin et d'affiner au fur et à mesure. Moyennant moult papier. Vous pouvez aussi utiliser des crayons de couleur pour faire vos croquis. Pour passer de l'étape du traditionnel au digital, en fait, si vous faites un croquis au crayon et qu'ensuite vous faites votre clean par-dessus, donc à l'encre noire ou quelque chose d'autre, mais que ça n'a pas la même couleur,
après, disons, vous avez utilisé du vert pour votre croquis et vous avez votre line en noir ou en bleu. Non, en bleu ça marchera peut-être pas. Si, en bleu, ouais, en bleu aussi, ouais. L'important c'est d'avoir une seule couleur, quoi. Voilà. Donc vous le scannez, vous êtes en digital sur votre logiciel de retouche d'image et vous avez toujours une option pour isoler une couleur et pour... Ouais, voilà. En fait, dans Photoshop, vous trouverez des tutos pour vous expliquer comment faire ça, mais ça vous évite une étape de gommage. Voilà. Donc vous isolez votre trait de croquis vert dégoûtant, vous lui dites celui-là j'en veux pas, et puis paf, il disparaît, et vous avez plus que votre line noir ou bleu ou rouge ou mauve ou arc-en-ciel par-dessus. Mais sans le vert dans l'arc-en-ciel. Vous avez aussi l'astuce du post-it, c'est-à-dire que j'ai apprise en studio d'animation, figure-toi. Quand vous avez fait votre dessin traditionnel, qu'il est à 80% réussi, et il y a 20% où vous avez raté, quoi. Et bah, vous n'allez pas vous enquiquiner à tout refaire, vous prenez un petit post-it, vous le collez sur la zone à redessiner, vous la redessinez comme il faut, et de la même manière que vous pouvez isoler le crayon rouge, le crayon couleur en dessous d'un line, vous pourrez faire disparaître le post-it au scan, en fait. Donc ça peut être une technique ça revient au même aussi de tout simplement découper la partie qui va pas, hein, c'est un peu du bon sens. Hein. Donc avec un cutter ou des ciseaux carrément. Sauf que le post-it, voilà, c'est pratique. Oui. Oui, aussi, donc on évoquait tout à l'heure d'utiliser... Non, on n'en a pas parlé. Non, c'est vrai. Ah oui, on n'en a pas parlé, on a oublié d'en parler. Quand vous êtes en digital, vous pouvez utiliser un truc qui généralement s'appelle Flip the Canvas, donc retournement horizontal de la zone de travail, pour tout d'un coup vous rendre compte que tout ce que vous avez fait c'est moche. Généralement c'est ça l'effet que ça fait. En fait, comme vous retournez votre dessin, vous avez un œil neuf dessus. Et tout d'un coup, tout ce qui bloque, tout ce qui est erreur de proportion, ce genre de choses, ça va vous sauter aux yeux. Comme la misère sur le monde. Tout à fait. Et en traditionnel, donc vous pouvez pas appuyer sur un bouton pour flip the canvas. Mais vous pouvez retourner votre feuille et la regarder à la lumière. Ou dans un miroir. Voilà. Et ça coûte pas très cher. Non, pour le coup, sauf pour votre estime de vous-même. Ou sauf si vous avez un super miroir. Ouais. Donc oui, pour le coup c'est une astuce une astuce entre guillemets, c'est une technique de dessin en fait pure. Ouais. Moi je fais ça machinalement en fait. Une fois qu'on a pris le pli de le faire, ça aide vraiment à améliorer son dessin en fait. Et moi c'est pareil que toi, hein, la plupart du temps je sais même plus dans quel sens je suis vraiment. Et ça c'est bon signe, ça veut dire que ton dessin il est bien regardable dans tous les côtés. C'est bien, j'essaye de... On va se dire ça, oui. Donc quand vous aurez du passage du traditionnel à l'ordi, vous aurez toujours à faire attention à tout ce qu'on vous a cité là, mais aussi, malheureusement, admettons que vous avez tout bien fait et que vous avez aucune retouche à faire, vous aurez quand même des retouches à faire, ne serait-ce que pour les contrastes, parce qu'on n'obtient jamais exactement une image clean quand on scanne ou quand on prend une photo. Et... non, il y a toujours minimum un petit peu de retouche. Oui, vous aurez très certainement quand même besoin, même en faisant du full traditionnel, d'avoir recours à un logiciel de retouche d'image. Voilà. Et enfin, notre dernier petit conseil de routarde, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, parce que vous êtes aussi votre corps et votre mental. Votre premier outil, c'est vous-même. Mais oui. Donc faites des petits moulinets des poignets régulièrement, des assouplissements, faites attention à votre posture, faites attention à bien vous hydrater, faites des pauses régulièrement. Voilà, faites très attention à votre espace de travail. Personnellement, j'ai dû vraiment construire un espace de travail adapté à moi pour pas avoir mal au dos quand je dessinais. Parce que quand je suis passée à la Cintiq, en fait, quand j'ai reçu ma Cintiq et que je l'ai déballée, que j'ai commencé à l'utiliser, ça me faisait atrocement mal au dos, à tel point que j'ai voulu la renvoyer. Je me suis dit, c'est impossible, je pourrais pas m'en servir, je la renvoie. Heureusement, mon bienfaiteur m'a suggéré de me construire un espace de travail adapté, donc je me suis vraiment fait une petite estrade pour la poser. Enfin voilà, j'ai aménagé mon espace de travail de manière à ne pas avoir mal au dos quand je travaillais dessus, et vraiment c'est primordial. Oui, n'hésitez pas à tester des configurations, à mettre, poser votre tablette, votre Cintiq, votre machin sur des livres, à acheter ces petits machins un petit peu mous sur lesquels reposer vos poignets si vous utilisez beaucoup la souris. Il y a aussi même des souris spéciales pour les gens qui ont des tendinites et tout ça. Ouais, voilà, faites attention à ce genre de choses, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais ça va vous procurer tellement de confort, et ça va vous aider à tenir la distance. Ouais, parce que n'oubliez pas que le webcomic c'est un marathon, c'est une course d'endurance. Et par ailleurs, pour vos yeux aussi, il y a un petit utilitaire qui s'appelle Flux, que vous pouvez trouver facilement, gratuitement, qui s'installe sur votre écran et qui ajuste la luminosité en fonction de la
période du jour en fait, pour éviter de vous faire trop mal aux yeux justement, parce que voilà, être tout le temps sur écran, ça vous crame les yeux aussi. Surtout si votre travail ou si à l'école vous êtes aussi tout le temps sur Voilà. écran et que vous arrivez chez vous, votre hobby c'est le webcomic, vous êtes tout le temps sur écran. C'est ça. Évidemment, quand vous faites de la couleur, pensez à le désactiver. Mais Flux, ça peut vous soulager à ce niveau-là. Voilà. Donc, on va passer à la conclusion. Tout à fait. Et la conclusion, c'est que le matériel ne fait pas la qualité et il ne doit pas vous bloquer. Ne vous bloquez pas parce que vous pouvez pas vous permettre d'investir dans tel objet ou parce que ceci, parce que cela. Si vous voulez essayer de faire un webcomic avec des post-it que vous photographiez, donc investissement minimum, mais allez-y. Vous pouvez essayer, et d'ailleurs on serait très curieuse de le voir. Ouais, franchement, si vous faites ça, dites-le nous. Même moi, j'ai envie de tester, à vrai dire. Donc voilà, ça doit être... L'important, c'est de trouver le moyen le plus efficace de traduire vos idées, d'utiliser une technique que vous aimez, avec laquelle vous êtes à l'aise, avec laquelle vous pouvez aller vite. Voilà. Quelque chose qui vous fasse plaisir. En fait. C'est ça. Ça doit pas être une contrainte, ça doit pas être un inconfort, ça doit être là pour vous aider. Cet épisode touche à sa fin, donc on va vous faire une petite recommandation. Voilà. Qui tombe fort à propos, car il s'agit d'un webcomic qui est réalisé, tenez-vous bien, sur PowerPoint. Voilà. Qui est un outil qu'on n'a pas cité. Qu'on n'a absolument pas pensé à citer, comme quoi vous voyez. Ça s'appelle When You Create a Story. C'est réalisé par Calliope. Et c'est lisible sur Amilova et Mangadraft, donc en français. Et ça raconte, c'est une histoire, ce qu'on appelle méta, c'est-à-dire que c'est un auteur qui dialogue avec son personnage et qui crée son histoire en fait. C'est l'histoire, c'est l'auteur crée son histoire. Et c'est très rigolo, et donc comme je vous le disais, c'est fait sous PowerPoint parce que Calliope n'est pas une dessinatrice, c'est une scénariste avec qui j'ai moi-même travaillé quand je faisais du fanzina. Et elle a eu envie de raconter sa propre histoire, même si elle savait pas dessiner, et donc qu'à ça ne tienne, avec un propos qui s'y prêtait, mais elle a quand même réussi à trouver des solutions avec PowerPoint, avec ses propres moyens pour raconter son histoire, et vraiment ça marche très bien. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contraintes. Voilà, on vous dit les post-it photographiés, PowerPoint, allez-y quoi. Ouais. Surprenez-nous. On vous mettra des notes. Non, c'est une blague bien sûr. C'est la fin de cet épisode de podcast, donc on vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, vous abonner à la chaîne, partager, vous connaissez la chanson. Patati patata, etc. etc. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera sur le thème du style. Ah, une grande question s'il en est. Voilà. À bientôt. Au revoir.